On va vous donner le point. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bienvenue sur Canal 7 Harmonie. Vous regardez l'émission LVB. LVB, c'est l'univers de la science au service de la santé. Aujourd'hui, notre point d'ancrage, c'est de savoir de manière réelle l'impact de la respiration sur la santé. Et pour en parler, nous sommes en compagnie d'un panel bien fourni. Nous allons les introduire au fur et à mesure, mais avant cela, nous voulons vous convier à cet échange à travers nos contacts, nos différents contacts. Vous avez par SMS, vous pouvez intervenir par le 693 60 50 14 ou le 679 24 26 99, ou alors vous appelez au 243 96 28 243 67 28 96. Voilà les différents contacts donc pour participer à cette émission que nous voulons véritablement participative de la part de nos amis et nos nombreux téléspectateurs. Déjà, nous introduisons notre panel. Nous commençons par notre personne ressource, M. Dalé, à qui nous disons bon après-midi. Bon après-midi, Guy. Bon après-midi à tous ceux qui nous regardent. Voilà. Comment se porte M. Dalé? Je porte bien. Toujours souriant. Hein? Toujours souriant. Voilà. On va dire que c'est une des clés. Mais on ne peut pas promouvoir le bien-être sans avoir le bien-être. Voilà, tu connais notre objectif. Voilà. Notre objectif, c'est de promouvoir le bien-être. Et ça va commencer par nous. Voilà, on peut se vanter d'être dans le bien-être. Effectivement. Voilà. Ça, c'est l'un des avantages. On ne peut pas vivre au bord d'une rivière et se laver les mains avec les crachats. On profite d'abord au maximum de ce que nous sommes en train de promouvoir. Et vous sortez comme ça fraîchement d'une foire. D'une foire effectivement au musée national. Oui. Voilà, dans le truc, c'est une foire culturelle. Dans le truc où nous avons exposé un certain nombre de choses. Voilà, certainement on va en parler. Accueillons sur ce plateau également notre ami qui n'est pas du tout nouveau, Arsil, le professeur Arsil Jussé, à qui nous disons bon après-midi. Bon après-midi, monsieur. Nous remercions également et nous disons bonsoir à tous les téléspectateurs qui prennent leur précieux temps pour nous suivre et nous essaierons autant que faire se peut de répondre à leurs attentes. Ouais, aujourd'hui, nous allons parler de la respiration, élément, on va dire, capital pour la vie. Oui, il est d'autant plus indispensable que lorsque nous constatons que quelqu'un ne vit plus, c'est lorsque la respiration s'arrête. Donc ça veut dire qu'elle est basique sur le plan physique, sur le plan physiologique. Surtout que cette respiration n'est pas toujours consciente. Oui, il y a la respiration consciente, il y a la respiration inconsciente, comme il y a la respiration volontaire, il y a la respiration involontaire. Je pense que nous aurons amplement le temps pour nous étaler là-dessus. Très bien, on va accueillir on va dire la représentante de Brahma Kumaris, Madame Chantal Sop, c'est mieux par le prénom, Chantal Sop. Alors, comment vous portez déjà et bienvenue sur ce plateau. Bienvenue Monsieur Guy. Bonjour les chers téléspectateurs. Bon après-midi, je dirais pour être plus précise. C'est un plaisir pour moi d'être à nouveau sur ce plateau et d'avoir votre écoute. Voici votre caméra. Ah oui, c'est ce que je cherchais. Voilà. Oui, et je dirais vraiment que c'est un réel plaisir de passer encore une fois à la télé pour vous parler ce soir d'un thème assez complexe, la respiration, qui peut être vu sur divers plans. Nous allons essayer de vous proposer ces plans et nous serons vraiment très heureux que vous puissiez nous poser le maximum de questions. Voilà, si déjà, nous sommes là, c'est pas pour que vous acceptez tout ce qui sera dit. Voilà. On veut votre point de vue. Voilà, déjà, avant de commencer, on apprend à puiser les substances vitales dans la respiration. Oui, à partir dans l'air. Oui, dans l'air à partir de la méditation. On apprend le phénomène de respiration. La respiration pour s'introspercer, pour rentrer dans soi et vraiment faire émerger le meilleur de nous-mêmes. Alors on essaye de développer cette pratique par la respiration. Très bien, très bien. Alors, M. Talaban, de revenir à notre thème central, il est question pour nous de présenter notre ligne éditoriale, peut-être de manière succincte. Aujourd'hui, nous allons parler de la respiration. Mais déjà, cette respiration rentre dans ce qu'on appelait l'hygiène de vie. L'hygiène de vie. L'hygiène du corps. Voilà, l'hygiène du corps. Voilà. Qui
a plusieurs aspects, l'aspect physique, l'aspect de l'âme et l'aspect de l'esprit. Oui, effectivement, voilà. Effectivement. Donc, généralement, hein, lorsque nous présentons la ligne éditoriale, nous restons sur les grandes lignes. Et progressivement, nous entrons en profondeur pour que les gens puissent avoir la maîtrise. Voilà. Hein, donc, saisir de manière de saisir. Parce que quand on parle de la fonction respiratoire, par exemple, de la respiration, tout le monde, puisque tout le monde respire, mais très peu de gens sont conscients qu'ils respirent mal. Et c'est de ça qu'il est question. Et ça, c'est l'apanage de tout le monde. La plupart des gens respirent très mal. Voilà, donc à la fin de cette émission, il est question donc que les gens puissent savoir distinguer un certain nombre de choses ou bien avoir un certain nombre d'informations sur cette respiration profonde, hein, qu'on va y revenir. Sinon, la ligne éditoriale de notre émission, c'est le vrai bien-être. Un modèle de bien-être où nous mettons l'accent sur un certain nombre de paramètres. Sur l'hygiène du corps, par exemple, nous mettons l'accent sur 4 paramètres. L'hydratation, la respiration, la fonction respiratoire qui apporte l'oxygène, qui fait la vie. Tout à l'heure, il parlait de tout, que ce soit les Indiens qui parlent des éléments de la vie qui se retrouvent dans l'air. Ça, c'est une approche philosophique. Mais scientifiquement, nous savons que l'oxygène participe au métabolisme de l'énergie, c'est-à-dire de la transformation des nutriments en énergie. Voilà le fond, c'est-à-dire que l'aspect philosophique, mais la science entre en profondeur pour expliquer ce qui se passe. La science tente d'exprimer le phénomène. Oui, parce qu'on dit que l'air contient des éléments vitaux. Tout simplement pour dire que les scientifiques ont analysé pour dire que, ok, il n'y a pas de métabolisme sans oxygène. Il est le catalyseur. C'est-à-dire que sans oxygène, il n'y a pas d'énergie. Voilà comment il faut comprendre les choses. Mais seulement cette respiration, puisque nous sommes dans la ligne éditoriale, les différents aspects de la vie de l'homme peuvent être influencés, n'est-ce pas, par une bonne respiration. Effectivement, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui, Guy. Nous allons entrer plus en profondeur. Nous, on est tout simplement en train de planter le décor pour que les gens puissent déjà se ressourcer en attendant qu'on entre en profondeur dans les choses. Donc, je voulais tout juste attirer l'attention de nos téléspectateurs par rapport à cette fonction qui paraît être superficielle. Donc, quand on dit respiration, tout le monde sait qu'on respire. Mais, comme je disais tantôt, très peu de gens sont conscients qu'ils respirent mal. Et nous allons faire cette démonstration tout à l'heure. C'est pour ça que nous avons fait appel aux différents spécialistes. Chacun dans son domaine va essayer de faire. Moi, je vais rester purement dans l'approche scientifique. Je vais tout juste apporter des éléments scientifiques. Bon, allons-y déjà à d'autres. Voilà, il y a donc la fonction nutritionnelle, qu'on reviendra aussi pour entrer en profondeur. Ensuite, le sport. Voilà, dans l'hygiène de l'âme, il y a l'estime de soi, il y a la connaissance de soi, il y a la foi, et tout ça là-dedans. L'hygiène de l'esprit, il y a la maîtrise des émotions et la moralité. Voilà en gros les éléments de notre ligne éditoriale. Donc quand vous avez tous ces éléments, vraiment, il y a de fortes chances que vous viviez longtemps sans tomber malade. Très bien. Voilà. Et les sportifs également disent que pour être en bonne santé, il faut pratiquer l'exercice physique ou alors le sport assez. Oui, il faut pratiquer l'activité physique. Nous avons déjà parlé la dernière fois la différence qu'il y a entre le sport et l'activité physique. Je pense que le sport, c'est pour les sportifs de haut niveau, donc ceux qui font en moyenne 4 heures d'entraînement par jour. Par contre, l'activité physique, c'est le sport de masse, c'est-à-dire le sport de maintien. Et puisque nous parlons de la respiration, en fait, qu'est-ce que la respiration? La respiration, c'est les mouvements combinés d'inspiration et d'expiration. C'est-à-dire qui permettent d'apporter de l'oxygène au corps et d'évacuer les déchets qui sont le gaz carbonique. Donc à notre niveau, nous pensons qu'il y a 2 types de respiration. Oui, ça c'est avant d'entrer dans certainement, parce que je voulais qu'on reste encore dans notre ligne éditoriale pour voir les bienfaits de la pratique de ce qu'on peut appeler l'hygiène du corps, l'hygiène de vie, de manière globale. Et le sport ou alors l'activité physique fait partie, n'est-ce pas, des éléments qu'on peut appuyer, n'est-ce pas, pour avoir cette hygiène de vie optimale. Bien évidemment, qu'on le veut ou pas, l'activité physique reste un élément fondamental dans
la participation au bien-être d'un individu, dans la mesure où, sur le plan de la respiration, lorsque nous pratiquons une activité physique, notre fréquence respiratoire change. Et j'ai dit tantôt que la respiration, c'est l'évacuation du gaz carbonique et l'apport de l'oxygène dans le corps. Donc ça veut dire que lorsque nous faisons l'activité physique, nous évacuons plus de déchets et nous apportons davantage d'oxygène, c'est-à-dire d'énergie au corps. Très bien. Alors, à Bama Koumaris, on apprend mieux à la maîtrise de l'âme et de l'esprit par une activité, on va dire, plus consciente de ces éléments-là, l'âme et l'esprit. Madame Sow. Oui, généralement, on cultive cette notion d'estime de soi, de réalisation de soi, de maîtrise de nos émotions, parce que l'être humain a une tendance à être assez émotif. Alors on essaye de pratiquer ce contrôle de soi qui nous permettrait de garder une stabilité permanente face à toute épreuve, à tout événement. Et cet exercice se fait grâce au contrôle de la respiration. On vous apprend comment garder le silence avec une respiration profonde, comment pouvoir s'exprimer en contrôlant déjà notre respiration et comment pouvoir gérer cette respiration. Parce qu'il est vrai, c'est la base, même un bébé, quand il vient au monde, c'est pas la respiration, c'est le contact quand il sort du ventre de sa mère, c'est ce contact avec le monde extérieur. Très bien, vous entrez déjà dans la thématique. Hein? Oui. Voilà, vous entrez dans la thématique. Mais avant d'y revenir, on va demander à la réalisation de nous envoyer l'élément espace innovation pour la présentation, n'est-ce pas, soit des idées nouvelles, soit des produits nouveaux. N'est-ce pas, c'est un espace ouvert à tout cela, n'est-ce pas, qui ont quelque chose à présenter, quelque chose, n'est-ce pas, d'innovant à présenter au grand public. Et dans LVB, cet espace, vous êtes ouvert. On attend dans la technique avec cet élément. Avez-vous une nouvelle découverte? Avez-vous une idée innovante? Avez-vous un produit innovant? Chercheurs, inventeurs, voici votre plateforme. AC Nova. Pour une grande visibilité, contactez-nous au 674 84 58 85. Espace offert par l'ASCAP. Avez-vous une nouvelle découverte? Avez-vous une idée innovante? Avez-vous un produit innovant? Chercheurs, inventeurs, voici votre plateforme. AC Nova. Pour une grande visibilité, contactez-nous au 674 84 58 85. Espace offert par l'ASCAP. Bien, nous venons sur le plateau de LVB pour présenter, nous sommes dans cet espace d'innovation pour présenter des produits nouveaux. Tout à l'heure, vous avez apporté quelques produits là, on a quelques produits là qu'il faut présenter. Oui. On voit là des gâteaux, des brioches au chocolat. Voilà. Oui, les brioches au chocolat. Un produit nouveau également. Oui, produit. Nous, la dernière fois, nous avons parlé des produits nouveaux, hein, des éléments riches. Donc nous avons dans ces gâteaux, non seulement nous avons le riz étuvé. Le riz étuvé. Voilà, nous avons le soja, nous avons le cacao. Le cacao. Ouais. En donc, plus de la farine même. Hein, en plus de la farine de blé, qui donne l'aspect panifiant au tout-riz. Donc nous incorporons donc tous ces éléments dans le pain, dans le but de valoriser nos produits locaux et de faire consommer des produits riches à la population. On vous a dit dernièrement que nous étions en train de travailler sur des aliments à haute valeur nutritive, surtout des aliments destinés à nos élèves et étudiants. Parce que quand vous regardez un peu comment les élèves se nourrissent, vraiment ça tort. Moi, je vais attirer l'attention des parents, surtout tous ceux qui n'ont pas le tout. Regardez un peu, quand les enfants rentrent généralement des vacances, pendant le premier trimestre, ils sont bien portants parce qu'ils se sont bien nourris. À partir du deuxième trimestre, ils tombent malades.
parce que le système nutritionnel ne favorise pas la résistance du corps. Regardez un peu comment il mange. C'est pain chargé de ceci, pain de... Donc vous connaissez un peu le blé, hein, le blé, le mode de culture du blé qui n'apporte pratiquement rien dans les trucs sur le plan nutritif. Donc, ayant constaté cela, nous sommes en train d'incorporer les éléments nutritifs qui se retrouvent dans notre environnement, dans le pain, pour cibler donc tous ces gens. Donc, désormais, il faudra que vos enfants recherchent ces pains enrichis au soja, enrichis au chocolat qui est très riche. Et là, vraiment, on pourra pallier à un certain nombre de cas de malnutrition. Voilà, alors, ça, je constate que le chocolat est fortement dosé ici. Et effectivement. Bien noir, hein? Non, mais les noix, nous voulons aussi prévoir. Parce que là, écoute, vous voyez, il coûte 50 francs. Ah bon, donc, vous voyez un peu le coût de tout. Voilà, 50 francs. Donc, vous en sortez, M. Talé? Bien sûr, le calcul économique a été fait. Déjà, nous, on est en train de trouver des produits pour les COPS. Hein. Nous, on a été étudiants et puis les étudiants aujourd'hui, à notre temps, on était boursiers, mais aujourd'hui, ils n'ont pas de bourse, ce qui fait que vraiment, ils ont des problèmes à se nourrir. Donc, il y a un cas, nous sommes en train de préparer les qui passeront dans tous les centres universitaires là, par rapport aux produits des COPS. C'est-à-dire que vous pourrez prendre un beignet, aller au front et revenir sans être fatigué. Donc, ça, c'est de ça qu'il est question. Nous devons réfléchir, hein. Nous interpellons tout le monde, Guy, par rapport donc, à cette innovation. Nous devons constater ce qui se passe dans notre environnement et réfléchir pour combler au vide. Sinon, il n'y aura jamais émergence. Donc, ça, c'est notre contribution par rapport à cela. En tant que nutrithérapeute, nous réfléchissons par rapport à ça. Donc, il est question de fournir aux gens qui ont peu de moyens quelque chose de susceptible de les rassasier et de bien les nourrir. Je crois que le truc, je peux... La technique n'a pas permis... Voilà, donc vous voyez à peu près comment ça se présente. Donc, nous sommes en train d'asseoir des stratégies pour pouvoir les mettre à la disposition du plus grand nombre. Voilà, c'est très bien, M. Talé. Et je rappelle aussi, nous sommes ici pour valoriser les idées. Notre lobbying aussi, ce que les autres nous suivent. Voilà. Ça veut dire qu'à la longue, il faudra que les boulangers puissent penser à ça pour que nous puissions vraiment valoriser nos produits. Alors, lorsque vous parlez du riz, c'est le riz qui vient... localement ou bien alors c'est le riz, et tu veux, vous savez que je porte un projet, j'ai l'obligation de valoriser le riz local. J'ai un projet CD2 où je construis des complexes d'étuvage de riz et en même temps nous utilisons les brisures, c'est-à-dire que les trucs quand on calibre le riz, on utilise les brisures pour incorporer dans la pâtisserie. Donc ça c'est le truc. Donc nous avons soit le riz. Nous prenons le riz dans tous les grands bassins de production de riz. Nous avons le riz de Tonga qu'on utilise chez nous, le riz de Yagua, et nous venons de découvrir aussi un petit bassin de production de riz qui est le Konjok. Donc nous prenons le riz à Konjok, nous prenons le riz à Ndop et nous prenons le riz à Fumbo. Très bien. Voilà, à côté, nous avons également d'autres produits à présenter. Voilà, nous avons le multi-nuit. Bioactivité. Bioactivité. S'il vous plaît, M. Talé, on va signaler à la technique de corriger l'intitulé là, l'impact d'une doit pour avoir s'il vous plaît, corriger ça rapidement. Il ne faut pas que les notes viennent, n'est-ce pas, nous foudroyer ici comme d'habitude. Corriger ça rapidement, s'il vous plaît. Impact n'a pas à la fin, voilà. M. Talé. Oui, la bioactivité, c'est un complément alimentaire qui... la ligne éditoriale de la recherche, c'était parler à un certain nombre de problèmes que le cancer, c'est-à-dire des maladies de tout du genre. Nous avons eu des cas spécifiques sur lesquels on a travaillé et à l'issue on a trouvé bioactivité, non seulement qui corrige certaines défaillances du cancer et du diabète, mais qui permet aussi à l'homme de bien, je veux dire en prévention, de corriger un certain nombre de défauts dans le corps. Voilà. Donc, il est constitué d'un certain nombre d'éléments actifs. Nous avons la l'aloe vera dedans, nous avons le ginseng dedans, nous avons la spiruline à l'intérieur, donc il est constitué d'un certain nombre d'éléments très riches. Voilà. Alors, qui doit consommer ce produit? C'est tout le monde. Tout le monde. Ben oui, mais spécifiquement, il y a des gens... Voilà, les gens qui sont souffrants aussi, ça corrige les défauts. Mais en prévention aussi, ça empêche un certain nombre. Alors, est-ce que vous pouvez conseiller ce produit fortement aux convalescents? Parce que c'est souvent eux qui ont besoin des produits remontants avec un bio. Que ce soit... Bon, il est aussi très indiqué pour le régime amaigrissant. Donc ça, je rappelle... Ça dit qu'il fait maigrir ou alors quoi? Non. Dans le régime amaigrissant, on choisit des éléments qui vont favoriser le métabolisme.
Voilà comment il faut comprendre la chose. Maigrir, c'est-à-dire qu'on parle de brûle-graisse, sur le plan scientifique, on ne comprend pas. Ce qu'il faut pour perdre le poids, c'est d'activer le métabolisme, c'est de favoriser que les triglycérides ne se stockent plus, mais soient transformés en énergie. Donc nous avons choisi des éléments actifs qui favorisent donc ce métabolisme. Très bien, très bien. Alors, à côté, il y a le curcuma que tout le monde bien connaît, connu déjà. voilà, qui a une première propriété anticancérigène, c'est-à-dire en prévention et en curatif. C'est l'un des produits traditionnels sur lesquels les recherches sont très poussées, surtout c'est parce que les Américains qui ont un taux de prévalence de cancer le plus élevé ont découvert. C'est le curcuma. Chez les Indiens. C'est les Indiens, Voilà. parce que le curcuma est un ingrédient du curry. On a remarqué que l'Inde a le taux de prévalence de cancer le moins élevé du monde. On est parti dans leur habitude alimentaire, on s'est rendu compte, on a commencé des études, on s'est rendu compte donc qu'il est très riche. Il a un antioxydant très très puissant, vraiment à l'intérieur, je crois, la curcumine très très puissant dans le truc, qui favorise le rajeunissement, empêche donc la destruction des cellules, mais en plus de ça, le curcuma a beaucoup plus d'autres rôles. Il a le rôle collagol, c'est-à-dire qu'il favorise la sécrétion de la bile, il équilibre le taux de mauvais cholestérol. Vraiment, c'est un produit très riche. Alors, comment est-ce qu'on le consomme? On peut le saupoudrer à cet état dans la nourriture ou le prendre sous forme de boisson. Sous forme de boisson. Voilà, boisson chaude. Boisson chaude, hein? Voilà. Et à quelle quantité? Une cuillère à soupe par jour? Une cuillère à café? Dans tous les cas, quand on parle de saupoudrer, ce n'est pas la quantité qui est importante. L'essentiel, c'est d'avoir ça tous les jours. Donc, tous les jours. Je parle de saupoudrer, c'est de mettre un peu. Moi, mais généralement, en boisson, nous conseillons une cuillère à café dans une tasse. Voilà, que vous pouvez accompagner avec du miel. Alors, merci, M. Talé. Merci à la technique qui a corrigé cette erreur qui est parvenue à l'intitulé de notre thématique. Très bien, je crois qu'on aura dit l'essentiel, sauf si quelqu'un a dit par rapport à ces produits présentés. Ça vaut la peine de goûter ce gâteau, non? Bien évidemment, puisque M. Talé a bien expliqué le contenu, que ce soit en minéraux, que ce soit en oxydants. Et je pense que cet élément est aussi très important pour les sportifs, d'autant plus que pour faire l'activité physique, on a besoin de beaucoup de minéraux. C'est la raison pour laquelle vous allez voir les sportifs ont des boissons énergisantes et des boissons énergétiques. Ce sont des boissons qui sont très riches. Entre boissons énergisantes et oui, il y a une grande différence entre les deux. Je pense qu'on aura le temps tout à l'heure pour bien expliquer. Et justement, comme le curcuma et le bioactivateur, il y a beaucoup d'éléments dont les sportifs ont besoin. Beaucoup. Très bien. Alors, pour faire un bon sport, il faut également être bien nourri. Madame Sop, ça vous arrive d'avoir besoin des antioxydants? Oui, je dirais que ça m'arrive d'avoir besoin des antioxydants pour garder la jeunesse. Généralement, des femmes ont horreur de quelque chose, c'est de vieillir. Alors elles recherchent par tous les moyens, c'est des crèmes de beauté, c'est l'alimentation. Mais la meilleure méthode pour garder cette jeunesse, c'est l'alimentation. Et c'est pour ça que je proposerais à certaines femmes qui veulent garder leur jeunesse de se mettre au régime végétarien. Elles trouveront beaucoup de bénéfices. Voilà, c'est une autre chapelle que vous prononcez là. Oui, donc végétarien. Elles essaieront juste de supprimer au départ un peu de viande, du poisson, et après, si elles peuvent maintenir le cap et aller au stade d'être végétalien, elles en profiteront. Végétalien, c'est plus rude encore là. C'est encore plus rude parce qu'il n'y a pas d'animal dedans. Vous savez qu'on a besoin de saveurs. On a besoin de saveurs, mais on peut rechercher ces saveurs, on peut retrouver ces saveurs dans l'association des aliments. Il faut juste essayer de s'informer un peu davantage. On trouverait même dans les mets africains, camerounais, une association agréable au goût, mais végétalien et qui ferait du bien à la santé. Bon, ça c'est une idéologie. C'est une idéologie. Non, c'est réalisable. Peut-être qu'on ne peut pas discuter de cela. Non, pas une idéologie en tant que telle. Dans le conseil nutritionnel, on demande d'orienter son alimentation vers les fruits et légumes. Et vous savez qu'il n'y a pas de transformation sans perte. Donc quand vous allez vers les végétaux, c'est-à-dire
c'est-à-dire qu'à l'état cru, hein, tel qu'ils le font, vous avez de fortes chances d'avoir tout le maximum de nutriments à l'intérieur. Oui, c'est pas une question d'idéologie. L'idéologie vient dans le fait où, dans le végétalisme pur, où on interdit de prendre la viande. Mais si vous mangez la viande, vous n'êtes pas végétarien. Même si vous mangez un peu. Mais je ne sais pas, sur le plan nutritionnel, je crois que nous conseillons une variabilité. Il faut varier, parce que chaque élément prendre un peu, mais ne pas, parce que si vous faites le strict végétarien, vous risquez d'avoir les carences. Sauf si vous êtes assez fin pour compenser avec des... Je vais poser une question à Madame Sof. Est-ce que vous avez constaté, je ne sais pas, hein, vous êtes une dame, nous on a constaté que les végétaliens, ou alors les végétaliens surtout, avaient la libido dans la chaussette, hein, c'est-à-dire que ce côté-là n'était pas véritablement activé. Donc, à cause des nombreuses carences, on ne va pas conseiller. Je ne vais pas aborder la chose de cette manière. Je dirais tout simplement que quand on est végétalien et qu'on équilibre bien son alimentation, on peut tout retrouver. Déjà scientifiquement prouvé, il est dit que l'être humain ferait mieux d'être à 80% végétarien et 20%... rentrer un peu dans la chair, quoi. Non, oui. Je veux revenir sur le fait que... Voilà. Est-ce que ça... Non, ça n'influence pas sur la libido. Non, il faut être clair là-dessus. Non, on a eu... C'est sûr qu'on va faire une émission dans ce sens-là, mais je vous rassure que les recherches faites prouvent que végétalien, vraiment, on a... En tout cas, rentrons à notre thématique. Alors, l'impact de la respiration sur la santé, vous êtes allé. Tout à l'heure, nous sortions, on peut dire pratiquement de l'alimentation. Oui. Est-ce qu'une mauvaise alimentation influence notre respiration? Mauvaise alimentation dans le sens où peut-être carence ou bien excès? Oui, puisque la respiration n'apporte que le catalyseur qui va permettre de transformer les nutriments en énergie. Hein? Si le catalyseur est là et il n'y a pas de nutriments, il n'y aura pas d'énergie. Voilà comment. Et c'est l'énergie qui permet au corps de bien fonctionner. C'est-à-dire, vous allez vous rendre compte tout à l'heure, l'absence ou bien une mauvaise respiration entraîne une baisse d'énergie vitale. Hein? Et tout le monde sait que quand il y a baisse d'énergie vitale, tout s'installe. Merci. Alors, Ancil, lorsqu'on parle de respiration, il s'agit de quoi? La respiration, basique, de manière basique, vraiment. C'est vrai qu'à l'école, tout le monde nous a dit, c'est inspirer et expirer. Oui, alors, lorsqu'on inspire, on prend de l'oxygène. Lorsqu'on expire, on dégage, n'est-ce pas? On évacue, n'est-ce pas, le gaz carbonique de notre organisme. Bien évidemment. En fait, c'est le mouvement combiné de l'inspiration et de l'expiration qui permettent d'apporter l'oxygène pour l'inspiration et d'évacuer le gaz carbonique pour l'expiration. Et dans ce cas précis, nous avons deux types de respiration. Nous avons une respiration sur le plan physiologique qui est divisée en deux, à savoir la respiration externe ou pulmonaire et la respiration interne ou cellulaire. Ça, c'est sur le plan physiologique. Maintenant, sur le plan anatomique, nous avons également deux types. Nous avons la respiration thoracique et la respiration abdominale. Là, ce sont les différents types de respiration sur des niveaux physiologiques et biologiques bien différents. Alors, tout le monde le fait ou alors c'est pour certains seulement? Tout le monde respire. Parce que si vous ne respirez pas... Je parle de différents, par exemple la respiration thoracique ou abdominale. Est-ce que tout le monde le pratique? Lorsque nous prenons la respiration sur le niveau anatomique, qui est constitué de la respiration thoracique et de la respiration abdominale. La respiration thoracique, c'est la respiration durant laquelle les muscles au niveau du thorax interviennent, notamment le diaphragme et les intercostaux, internes et externes. Là, c'est la respiration thoracique. Là, ce sont les principaux muscles de la respiration. Maintenant, il y a les muscles associés. C'est là où nous voyons le niveau abdominal, où nous avons principalement au niveau abdominal, dans les muscles associés, nous avons le transverse, qui est situé juste au niveau du pubis. Et ensuite, nous avons le grand droit de l'abdomen et les autres muscles abdominaux. De manière basique, voilà les muscles qui interviennent dans la respiration. Alors, cette respiration intervient à quel moment de notre activité au quotidien? Est-ce que c'est au moment où on fait le sport ou alors quand on est, c'est pas moi, en situation précise? Au repos, il y a le niveau
de respiration qui intervient sur le niveau abdominal. À 80%, oui, au repos, ce sont les muscles abdominaux généralement qui font la respiration. Mais lorsque nous entrons déjà dans l'activité physique, c'est-à-dire une respiration provoquée ou alors une respiration forcée, nous faisons intervenir les muscles thoraciques, c'est-à-dire les muscles intercostaux, internes et externes, ainsi que le diaphragme. Voilà. Alors, nous sommes à un état, on va dire normal, relativement normal. Oui. Quelle est la respiration qui intervient là-dedans? C'est la respiration abdominale. Là, sur le plan anatomique, c'est la respiration abdominale. Oui, là, c'est au repos. Et au niveau de la respiration physiologique, que nous soyons au repos ou nous soyons en activité, elle intervient. C'est-à-dire la respiration pulmonaire et la respiration au niveau des cellules. C'est-à-dire le transfert de l'oxygène et du gaz carbonique. C'est-à-dire au niveau des... Jusqu'à maintenant, je ne vois pas où le besoin d'être conscient de respirer va intervenir. Est-ce que jusqu'à ce moment-là, on n'a pas besoin de savoir tout ceci, non? C'est-à-dire que de manière normale, on respire. Oui, de manière normale. Au début de l'émission, j'ai parler de deux types de respiration encore également, la respiration volontaire et la respiration involontaire, c'est-à-dire nous le faisons sans le savoir. Au niveau de la respiration volontaire, c'est-à-dire la respiration forcée, consciente, c'est la respiration forcée, c'est-à-dire on inspire et on expire volontairement de manière profonde. Pour rechercher quoi? Là, c'est pour rechercher, ça dépend. Là, soit c'est pour travailler les muscles qui interviennent dans la respiration, ou alors c'est pour se relaxer, ou alors c'est pour ravitailler l'organisme de manière abondante en oxygène. Mais beaucoup de gens ne font pas cela. Oui, beaucoup de gens ne font pas cela. C'est un tort. Oui, c'est un tort. Pourquoi? Parce qu'il est très important par moment de faire des mouvements respiratoires provoqués, c'est-à-dire forcés. Et dans ce domaine-là même, il y a toute une industrie qui s'est créée, je parle comme ça du yoga. Très bien, on va y revenir. Peut-être que Madame So va nous permettre de comprendre cette respiration qu'on pratique dans la méditation. C'est vrai que cette fois-ci, elle est rythmée, non? Ou alors on passe souvent de respiration rythmique, avec des séquences, soit en inspirant, soit en expirant, soit même dans la rétention. Oui, je dirais que la respiration est vraiment rythmée dans l'établissement de la méditation. Parce qu'on essaie de contrôler sa respiration pour pouvoir être à même de garder ce silence, cette maîtrise de soi. Je reviens là-dessus parce que je l'ai déjà dit. Parce que c'est très facile de s'emporter, d'être impulsif devant des événements et c'est difficile de garder le silence. Alors on expérimente dans la méditation le fait de se contrôler par la respiration. C'est-à-dire, à un moment donné, vous devez avoir une respiration un peu accélérée. À un moment donné, être capable de revenir, de rendre cette respiration plus constante, un peu comme dans la conduite, parce que là, c'est une conduite de l'esprit. Alors, quand vous êtes amené à conduire, par moment, vous allez vite, par moment, vous êtes obligé de freiner ou d'accélérer. Et c'est pareil qu'on devrait le faire avec l'organisme, avec notre corps. Avec notre corps, pour mieux le connaître et mieux le contrôler, on pratique ce phénomène de contrôle de respiration. Donc cela s'apprend alors? Oui, ça s'apprend, c'est un exercice. Alors les séquences de respiration, ça se passe comment? C'est-à-dire accélération? Oui, en principe, si on veut bien méditer, si on veut bien contrôler sa respiration, on devrait être accompagné d'un tuteur. On ne peut pas se lever un matin et dire qu'on va méditer tout seul. Il faudrait chercher, se rapprocher d'un centre de méditation, parce que quand on dit yoga, généralement on parle de yoga. Yoga, c'est un mot assez... ça renferme beaucoup de formes beaucoup de styles, je dirais. Parce que quand vous allez voir, il y a des gens qui vont vous parler, par exemple, du Hatha Yoga, qui est un yoga associé au sport. Il y a des gens qui vont vous parler du Raja Yoga, qui est un yoga royal, où on n'a pas besoin de pratiquer certaines positions. On n'a pas besoin de pratiquer certaines positions d'exercice physique. On se concentre sur soi et on se concentre beaucoup plus sur notre respiration. Alors, cette respiration peut être laïque, c'est-à-dire que est-ce qu'il faut être véritablement dans une voie spirituelle Oui,
finalement, quand on parle de spiritualité, c'est assez large. On dirait mieux de contrôle de sa personne. Il faut déjà, au départ, avoir un certain canal. Parce que pour pratiquer la méditation et pour ne pas se perdre dans cette méditation, il faut bien avoir des supports, il faut bien être orienté, il faut être conduit, il faut être soutenu. Parce que sinon, on se perd et puis on débloque un peu. Très bien. Alors, M. Tali, nous parlons de la fonction respiratoire, évidemment une fonction de base et même capitale pour la santé. Une fonction capitale, comme vous le dites. Déjà, je fais une remarque. Vous pouvez faire des mois sans manger et vivre. Vous pouvez faire des jours sans boire et vivre. Mais vous ne pouvez pas faire des heures sans respirer. Vous mourrez, puisque c'est la respiration qui fait la vie. Alors, écoutez les uns et les autres, on se rend compte que tout le monde respire, mais on ne respire pas de la même manière. Voilà. Posons, vraiment, il faut bien écouter cette fonction parce que la fonction respiratoire, c'est une fonction très méconnue dans notre environnement. L'environnement oriental a la maîtrise de cette fonction, mais notre environnement ne connaît pas. Donc, très peu de gens sont conscients ici dehors qu'ils respirent mal. Déjà, quels sont les symptômes, les conséquences? Vous allez voir de plus en plus aujourd'hui des gens qui sont toujours fatigués, qui vont aller à l'hôpital, ils vont dire fatigue, on ne voit rien. Mais très peu de thérapeutes entrent en profondeur pour voir que c'est une carence de la respiration. Donc, carence en oxygène. Il y a le mode de respiration n'est pas efficace. C'est pour cela qu'il y a un apprentissage de la respiration. Donc il faut comprendre, soit à travers les maîtres sportifs, soit à travers les maîtres des méditants qui vont vous apprendre à bien respirer. Alors, ce que je veux faire, c'est donner l'impact des éléments qui influencent sur cette respiration. Déjà, j'entre dans la dynamique de la respiration. Donc, vous voyez, la respiration fait appel à une approche mécanique. Vous allez voir, il y a les battements du corps qui interviennent, il y a la poitrine. Quand vous amusez, vous allez voir l'abdomen, le ventre se soulever. Il y a tous ces éléments donc, qui interviennent. Ça veut donc dire que quoi? Il y a la flexibilité de ces éléments qui jouent dans le mode de respiration. Et là, je vais entrer encore dans les... Je vous ai dit que je resterai dans l'approche scientifique. Allons-y. Alors, les recherches ont prouvé une relation entre l'état d'excitabilité du corps et la respiration. C'est-à-dire quoi, état d'excitabilité du corps? Quand le corps... je vais commencer par vous dire une chose. Le mode de respiration le plus efficace, c'est le mode des animaux et les enfants. Donc, si vous regardez un peu les animaux, ils ont un taux d'énergie très élevé. Ils sautillent, ils peuvent courir à de grands enfants. Regardez les enfants. Les enfants sautillent, ça veut dire les enfants respirent mieux que les vieux. Alors, le taux d'excitabilité, ça veut dire quoi? Quand on parle d'excitabilité, je vais revenir sur l'approche sexuelle pour mieux expliquer les choses. Dans les choses. Alors, scientifiquement, il est prouvé que vous voyez les zones érogènes. Érogènes. Voilà. Quand on stimule très, ça dit que d'une manière agréable les zones érogènes, il y a l'excitabilité. Il y a excitation. Il y a excitation et on se rend compte donc que la charge électrique augmente sur le plan scientifique. Et il y en a c'est au cas de tout. La charge électrique augmente. Par contre, quand ces zones sont stimulées d'une manière douloureuse, la charge électrique baisse. Donc vous voyez déjà une relation donc, entre l'état d'excitabilité du corps. Là, je ne vois pas où la respiration ça va revenir, ça va venir. Maintenant, la relation entre l'état d'excitabilité et la respiration, c'est qu'on se rend donc compte que quand le corps est excité, la respiration est profonde. Alors, je reviens sur la notion de respiration profonde. Quand on est calme et détendu, la respiration est naturelle et profonde. Quand on est calme, le yoga, la méditation recherche cet état. C'est-à-dire que
toute forme de méditation, que ce soit le yoga, on recherche cette manière. L'homme doit être dans un état détendu et ensuite donc l'homme va se relaxer. Et en se relaxant, le taux de la respiration est profonde. Voilà. Par contre, on se rend compte que quand vous êtes tendu, stressé, la respiration devient superficielle. Vous retenez votre souffle. À ce moment-là, écoutez, laissez-moi finir la démonstration. Vous allez entrecouper. Ok, allez-y, c'est pour renverser. C'est pour renforcer. Parce qu'il faut bien comprendre la démonstration. L'élément que je vais vous donner, c'est quoi? C'est qu'on a constaté également, par exemple, ceux qui travaillent de manière prolongée et stressée, ils sont tendus. Le soir fatigués, ils ne sont pas excités. Oui, ils sont. C'est un problème au lit. Voilà, non, écoutez ma démonstration. Je dis donc, quand on est relax, la respiration est profonde. On respire bien. À ce moment-là, notre état, mode de respiration se rapproche de la respiration animale et de la respiration de l'enfant. Par contre, quand on est tendu, la respiration devient superficielle. Et c'est dans cet état qu'il y a le minimum. Parce que le mode de respiration recherché, c'est le mode de respiration où nous avons le maximum d'oxygène. C'est ce qu'il faut comprendre. Que ce soit en sport, que ce soit en yoga, c'est de rechercher. C'est-à-dire tous les techniciens vous amènent donc à avoir le maximum d'oxygène. Toutes les techniques de respiration, c'est pour vous amener à ce niveau. Donc vous voyez déjà, je vous parlais de la charge électrique. Le lien entre l'état d'excitabilité du corps et la respiration. Donc, quand vous regardez, au fur et à mesure que, je reprends maintenant, je reviens sur le plan sexuel, au fur et à mesure qu'on stimule les zones de trucs, si vous remarquez très bien, la respiration change. J'allais vous poser la question. La respiration à quel moment est-ce que l'enfant, n'est-ce pas, qui est dans son, dans sa quiétude, n'est-ce pas, qui respirait profondément, en grandissant, perd-il donc, à quel moment perd-il donc cette excitabilité? Est-ce que c'est parce que les problèmes de la vie, il commence à ressentir? C'est parce qu'au fur et à mesure qu'on vieillit, le corps on grandit, le corps devient rigide. Oui. Donc c'est la rigidité. Mais rigide peut-être parce qu'on est conscient de la charge de la vie, la vie pèse. Et c'est là où je vais approfondir en vous disant qu'il y a encore une relation entre les sentiments et la respiration. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, quand vous reprimez, si vous reprimez les sentiments d'un enfant, vous rendez sa respiration superficielle. C'est l'une des raisons pour lesquelles, sur le plan éducatif, on vous demande de guider l'enfant sans trop réprimer l'enfant par rapport de tout. Le laisser s'exprimer. Voilà, de le laisser s'exprimer. Chaque fois donc qu'il y a rétention, c'est-à-dire chaque fois donc on ne s'exprime pas sur le plan sentiment, on bloque la respiration. La respiration devient superficielle. Donc au fur et à mesure que l'être humain devient conscient et tombe dans les interdits, le corps devient rigide. On perd sa flexibilité et on tombe dans la respiration superficielle. Donc voilà comment il faut comprendre. Voilà comment il faut comprendre. Avec on va dire, le pauvre d'éducation physique et sportive, on comprend qu'il faut plutôt accélérer sa respiration pour avoir une bonne respiration. C'est-à-dire que si on ne fait pas le sport, on ne peut pas avoir une libido, on va dire, normale. Je voudrais apporter 2 grilles de lecture pour répondre. La respiration, j'aimerais d'abord dire, lorsqu'on mange mal, lorsqu'on s'alimente mal, il y a des conséquences. Lorsqu'on s'hydrate mal, c'est-à-dire lorsque l'eau qu'on consomme est mauvaise, est de mauvaise qualité, mauvaise hygiène de vie, il y a des conséquences. Mais lorsqu'on respire aussi mal, il y a des conséquences. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les personnes, tous ceux qui nous écoutent doivent savoir que la respiration est un élément aussi capital que l'alimentation et que l'hydratation. Bon, dis-le alors, respirer mal veut dire quoi? Respirer mal, ça veut dire ne pas respirer de manière normale. Puisque la science dit, les recherches ont été faites et c'est connu de manière conventionnelle que la fréquence cardiaque est de 14 à 16 mouvements respiratoires par minute. Ça veut dire que si vous n'êtes pas dans cette tranche, 14 à 16 mouvements respiratoires par minute. Oui. Si vous n'êtes pas dans cette tranche-là, ça veut dire qu'il y a un problème.
Et monsieur Talé parlait tout à l'heure de rigidité. Évidemment, la respiration a aussi à voir avec l'âge de l'individu, avec la morphologie, avec le niveau d'entraînement de l'individu. Quand je parle d'entraînement, avec son poids, tout, que ce soit morphologique, que ce soit sur le plan physiologique, anatomique, biologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons donc entretenir ce qui nous permet de bien respirer. Et l'élément fondamental qui nous permet de bien respirer, ce sont les muscles respiratoires. Alors, que j'ai évoqué tantôt. En faisant de l'exercice physique, il y a des exercices appropriés à la respiration. Ça veut dire que celui qui est dans son champ à piocher, il fait déjà son exercice physique, non? Il fait un exercice physique, mais cet exercice physique-là n'est pas contrôlé. N'est pas complet. Oui, n'est pas contrôlé. Donc ça veut dire que ça peut l'apporter ce qu'il ne désire pas, parce que l'activité physique n'est pas un élément que nous devons faire de manière hasardeuse, comme vous le dites. Ça veut dire à chaque fois qu'on fait une activité physique, il y a un certain nombre de paramètres qu'on doit respecter. C'est-à-dire, il y a au niveau de la charge, il y a l'intensité, il y a le volume, il y a la nature de l'exercice. La nature dont vous étiez en train de parler, labourer le champ, c'est un exercice. Mais est-ce que cet exercice-là permet de réguler la respiration? Je ne pense pas. Il y a donc des exercices de nature à réguler la respiration. Alors, tout à l'heure, on était encore off, j'ai demandé par rapport à ce qu'on appelle le VO max, peut-être que je le dis mal. Oui. Alors, véritablement, comment est-ce qu'on doit atteindre ce volume d'oxygène maximal? Lorsque les personnes viennent pour faire une activité physique d'entretien, c'est-à-dire le sport de masse que nous appelons, il y a une panoplie de tests auxquels nous les soumettons, dont le test de la VO2 max, il y a le test de la respiration, il y a le test de l'apnée. Ça, ce sont les tests qui concernent justement notre sujet, mais il y a bien d'autres tests. Concernant la VO2 max, il y a beaucoup de tests qui sont mis sur pied pour évaluer justement la VO2 max, que ce soit dans le cadre du sport de masse, c'est-à-dire le sport de maintien, que ce soit dans le cadre du sport de compétition. Et lorsqu'on parle de VO2 max, qu'est-ce que c'est la VO2 max? Parce que ceux qui nous écoutent, il y a beaucoup qui ne sont pas avertis. Voilà. La VO2 max, c'est la quantité d'oxygène, la quantité maximale d'oxygène qu'un individu peut consommer durant un exercice pendant 1 minute. Et ça peut s'améliorer, non? Plus le VO max est élevé, plus vous avez la capacité d'activer votre métabolisme. Donc, tous ceux, quand nous parlons des troubles de métabolisme, tous ceux qui prennent du poids ont un VO max faible. Faible, donc bas. Voilà. C'est ça. Mais on a dit tantôt que l'oxygène, c'est de l'énergie. L'oxygène, c'est le catalyseur qui permet à les aliments que nous consommons d'être consommés, d'être assimilés par l'organisme pour les multiples métabolismes dont l'organisme fait face. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que plus j'ai de l'oxygène dans mon corps, mieux je suis à l'aise. Ça veut dire quoi? Si votre VO2 max est bonne, vous serez aussi en santé. C'est la raison d'être de cette test. Mais celui qui nous regarde à la maison, il va vérifier ça comment son VO2 max. Il y a des tests, il y a des tests, il y a des protocoles. Non, ce n'est pas à l'hôpital, forcément à l'hôpital. À l'hôpital, je pense qu'il y a des appareils pour ça. Mais sur le terrain, au niveau de l'éducation physique, nous avons une panoplie de tests sur le terrain qui nous permettent de mesurer la VO2 max. Mais de manière littérale, de manière théorique, la VO2 max d'un individu se mesure en faisant l'équation 220 moins l'âge. 220 moins l'âge. Moins son âge. Moins l'âge de l'individu. 220, c'est quoi ici? 220, c'est un élément que les chercheurs ont... Enfin, il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites. Il y a un grand nombre. Bon, supposons que je prends 220 là. Oui, moins l'âge. Moi, par exemple, 45 ans. 45 ans, oui. Ça nous donne environ 155. Oui, 155 millimoles par litre par minute. Oui. Là, c'est votre VO2 max que vous consommez pendant 1 minute. En principe, non? Oui. Mais dans les faits, est-ce qu'on va retrouver ça comme cela? C'est un test qui s'applique sur le terrain. Ça veut dire quoi? J'ai dit ça, c'est le test théorique. Mais il y a des tests sur le terrain. Donc, de manière théorique, lorsque je prends, par exemple, des individus, je les fais, je prends leur âge, j'essaie de faire 220 moins l'âge pour avoir de manière théorique. Je dis bien, j'insiste sur. Non, j'ai même exagéré là. Ça, c'est plus. On va faire plus loin, ça fait 175. Oui, 220 moins l'âge. Oui.
plus ou moins 10. Là, on établit également une marge dans laquelle on peut danser pour avoir la VO2 max de l'individu en question. Oui, mais moi, je suis déjà un peu inquiet par rapport à la formule, parce que nous pouvons avoir les gens âgés qui ont un VO max supérieur aux gens moins âgés. Alors, à partir du moment où l'âge, c'est leur condition, regardez moins l'âge. Ça veut dire que tous ceux qui sont vieux auront un VO max faible, ce qui n'est pas normal. Or, le VO max, à ma connaissance, il se joue aussi avec tous les gens qui sont hyperthyroïdiques ont un VO max plus élevé, qu'on soit vieux ou jeune. Bon, ça veut dire que cette formulation vraiment ne saurait être universelle par rapport... Parce que là, on va voir que le VO max diminue en fonction de l'âge. Pourtant, nous voyons des grands sportifs. Vous avez vu, il y a certaines régions du monde où les gens à 80 continuent à faire le sport. Mais il y a un niveau qu'il faut atteindre. Oui. Non, le VO max, la quantité d'oxygène, c'est lié à la personne. Ce n'est pas lié seulement à l'âge. C'est lié aussi à la constitution de la personne. Les grands sportifs, généralement ceux qui sont prédisposés à faire les grands des 1000 mètres et de trucs, ont un VO max élevé. Oui, donc ça ne dépend pas de l'âge. Si on comprend bien, M. Talé, c'est qu'il a dit, je crois que c'est 220 moins l'âge. Ça veut dire que l'âge intervient. Si vous êtes vieux, vous aurez... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moins vous êtes âgé, votre VO max sera grand. Oui, ça veut dire que si on prend celui de 45 ans... C'est pour cela que je dis que l'âge ne saurait être l'unique critère. Il y a d'autres critères qui interviennent. Monsieur Abid, si vous permettez, j'ai dit tantôt, il y a plusieurs paramètres qui nous permettent d'avoir une idée au niveau de la consommation maximale d'oxygène d'un individu. J'ai parlé de l'âge, j'ai parlé de la morphologie, j'ai parlé de l'hérédité, et j'ai parlé du niveau d'entraînement. Donc M. Talé me rejoint. C'est évident qu'un individu qui est entraîné, sa VO2 max ne peut pas être comme un individu, comme un sédentaire. Ça veut dire qu'il n'avait pas fini. Il devait un seul aspect, il devait continuer avec d'autres aspects. Comment on peut mesurer? Je vous ai bien dit de manière théorique. Je dis bien théorique. Mais sur le terrain. Je vais te pratiquer. Généralement, nos téléspectateurs nous envoient les SMS là, selon lesquels ils aimeraient maigrir. Alors, on comprend donc que les obèses auront un VO max faible. C'est-à-dire que de manière pratique là. C'est évident. C'est évident. Puisque j'ai dit. Donc pour maigrir, donc pour perdre dans ce sous-charge là, il faut augmenter son volume d'oxygène. Oui, plus que le niveau d'oxygène augmente avec la pratique de l'activité physique. Oui. Ce qui fait quoi? Au niveau de la VO2 max, n'est-ce pas, c'est la quantité maximale d'oxygène consommée par un individu en une minute. Là, ce n'est pas seulement le système respiratoire qui intervient, il y a aussi le système cardiovasculaire qui intervient, dont le cœur. Et au niveau du cœur, par exemple, le cœur d'un sujet entraîné n'a pas la même dimension sur le plan de sur le plan de l'épaisseur de la cavité et sur le plan de la grosseur de la cavité du cœur. Le sportif a un cœur gros, ça veut dire le cœur, l'intérieur du corps, la cavité du corps est importante pour propulser le maximum de sang possible. Et il en est de même pour les poumons. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'un individu entraîné ne saurait avoir les mêmes caractéristiques au même âge qu'un individu qui est sédentaire. Oui, je vais apporter une précision. Il faut bien comprendre. Je reviens. C'est-à-dire que dans ce le VO max, tel qu'il le dit, il y a le VO2 max, il y a l'hérédité qui intervient. C'est des paramètres qui permettent aux spécialistes de savoir comment orienter votre programme. C'est pas que vous êtes obèse, vous venez, vous avez les prédispositions héréditaires. En mesurant, il sait que vous avez cette prédisposition et il va savoir quels sont des éléments sur lesquels il va appuyer pour accélérer votre... Très bien. Alors, Madame Sop, dans la musculation, on permet d'améliorer également sa respiration. C'est parce que ce n'est plus avec le sport. Non, c'est pas avec le sport, mais c'est une forme de sport intellectuel. Parce qu'on fait beaucoup plus appel à notre intellect. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'est un peu comme une conduite. Vous savez, pour conduire et pour bien conduire, on vous demande un permis de conduire. C'est pareil avec la méditation. Pour méditer... Si vous permettez, prenons cet appel
Allô? Bon, la personne est repartie, vous pouvez continuer. Oui, c'est pareil avec la méditation. Pour méditer, pour bien méditer, il faut s'exercer. Il faut s'exercer avec des encadreurs, il faut s'exercer avec des supports. Ouais. Oui, alors ce que vous étiez en train de me demander tout à l'heure, Oui, c'est-à-dire qu'avec la méditation, on peut évidemment améliorer, n'est-ce pas, son volume d'oxygène. Oui, on améliore son volume d'oxygène et on arrive au stade où on n'a pas d'âge en tant que tel. Oui. On ne peut pas nous définir tout de suite par notre âge parce qu'on aurait développé cette potentialité de pouvoir emmagasiner le maximum d'oxygène. Vous savez, le sang a besoin d'oxygène. Quand il a beaucoup d'oxygène, la couleur rouge du sang, qui est le même pour tous les êtres humains, se fait beaucoup plus ressentir que quand il est en absence de cet oxygène et bondé du gaz carbonique. Alors, avec la méditation, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de permettre au corps d'évacuer le maximum de toxines, d'éléments toxiques qui se trouvent dans l'organisme. Avec le temps, on permet à la personne de pouvoir déjà se connaître, parce que c'est en se connaissant mieux qu'on peut travailler sur soi et qu'on peut permettre à quelqu'un de nous aider à travailler sur nous dans la méditation. Donc on vous donne l'opportunité déjà par des modules assez simples comme l'estime de soi, la réalisation de soi, qui sont des modules assez développés. Mais on voulait dans comprendre, les est-ce que véritablement on peut améliorer sa santé avec la respiration, avec la méditation? La méditation, on améliore énormément sa santé avec la méditation. Déjà même qu'il y a dans certains centres hospitaliers où on demande la pratique de la méditation pour des maladies un peu compliquées comme le cancer ou des maladies rares. Dégénératives. Ouais, des maladies dégénératives surtout, l'Alzheimer et tout le reste, parce que cette méditation, ça permet une certaine régénérance qui permettrait aux cellules d'avoir cette capacité de pouvoir rechercher et emmagasiner le maximum d'oxygène dont elle a besoin. Il permet au cerveau, la matière principale, de pouvoir emmagasiner le maximum. Parce que là, la méditation, surtout le Raja Yoga qu'on pratique, c'est avec l'intellect qu'on pratique. C'est beaucoup plus avec moi, j'aimerais demander au prof de sport, à quel niveau, bon, on va d'abord prendre cet appel. Allô? Comment? La personne a certainement des problèmes pour nous contacter. Oui. Vous pouvez toujours revenir. Oui, je demandais à quel niveau intervient, on peut situer cette respiration par la méditation. Parce qu'on a parlé de types de respiration ici, conscient, inconscient et autres. Oui, je pense qu'on peut le situer au niveau de la respiration physiologique. Physiologique? Oui, beaucoup plus physiologique, c'est-à-dire au niveau des échanges. Les échanges gazeux, l'échange entre le gaz carbonique et l'oxygène. Et pour répondre à votre question, la question que vous m'avez posée précédemment, je n'ai pas pu complètement répondre. Dans les tests, il y a le VO2, il y a les tests de mesure de la VO2 max, il y a le YOYO test, il y a le test de Cooper, il y a le Van-Meval. Il y a un téléspectateur ici qui a envoyé le message. Bonsoir monsieur, s'il vous plaît, le test alvéolaire consiste à quoi? C'est Steve, Steve qui a envoyé le SMS. Vous connaissez le taux de le test alvéolaire, je n'ai aucune idée, mais je sais qu'au niveau du système respiratoire, nous avons les bronches, les bronchioles et les alvéoles. Et nous avons plus de 300 millions d'alvéoles, qui équivaut à 200 mètres carrés si nous étalons, c'est-à-dire l'équivalent d'un terrain de tennis. C'est dit à quel point les alvéoles sont très importantes pour la respiration. C'est le lieu d'échange gazeux au niveau du système respiratoire. Donc c'est là où se passent les échanges au niveau de la pression. Donc lorsque la pression dans le sang du gaz carbonique est plus élevée que la pression à l'extérieur de l'oxygène, il y a donc échange. Le gaz carbonique passe de l'autre côté et l'oxygène entre dans le sang. Voilà. Là, ça se passe au niveau des alvéoles. C'est la raison pour laquelle... Il y a possibilité parfois qu'il y ait blocage. Peut-être à ce niveau que le test peut intervenir pour voir oui, ces tests nous permettent justement de savoir, mais ce n'est pas beaucoup, c'est pas les tests de VO2 max. Il y a un appareil qui nous permet de savoir ça. On appelle cet appareil le spiromètre. Ouais, spiromètre.
qui nous permettent de détecter les anomalies sur le plan de la respiration. Voilà, on reçoit les SMS. Alors, M. Talé, on parlait de cette fonction respiratoire qui a un impact fort sur la santé. Alors, si on prend l'oxygène comme l'élément, on va dire, fondamental, il faut aussi tenir compte de l'environnement, puisque parfois, lorsque l'environnement est pollué, même si on apprend à respirer, même si on active, n'est-ce pas, sa respiration, à la base, tout est déjà faussé, non? Non, Guy. Le corps a été constitué pour filtrer l'eau. Et le rôle des poumons, c'est quoi? Vous allez faire comment pour ne pas vous retrouver dans un environnement pollué? Nous tous, nous retrouvons, vous n'avez qu'à voir les pollutions qu'il y a dehors. Mais selon la constitution du corps, il y a l'élément filtre qui intervient déjà. Donc nous, vous avez répondu à ces questions. Mais je vais revenir. Tout à l'heure, là, vous avez posé la question à madame, à savoir quelle est la relation, que fait la méditation. Est-ce que ça améliore? J'ai posé les jalons tout à l'heure en disant que quand on est relax et détendu, la respiration est profonde. Et quand la respiration est profonde, on a le maximum d'oxygène. Quand on a le maximum d'oxygène, on a le maximum d'énergie. Quand on a le maximum d'énergie, le corps se porte bien. Voilà la respiration. Alors, que fait la méditation? La méditation favorise la relaxation et la détente. Et je rappelle à nos téléspectateurs que la respiration est une expression de la spiritualité du corps. C'est pour cela que tout à l'heure, j'ai fait allusion à les liens entre la respiration et les sentiments, la respiration et le corps physique, la respiration et la spiritualité. Ça veut dire quoi? Quand tout à l'heure, vous avez parlé de la respiration rythmique. C'est-à-dire qu'en fonction de la méthodologie, le yoga, les techniques de yoga, en fonction du rythme dans lequel on te met, ça favorise la santé mentale. Et c'est là où on revient sur la spiritualité. Il faut bien comprendre les choses. C'est pas, les gens vont fuir, les gens vont vous dire le yoga a fait ceci, le yoga a fait cela. C'est parce que c'est l'ignorance. Il faut entrer dans les techniques. À l'heure actuelle, le yoga, les Occidentaux ont passé le temps à tirer sur le yoga. Mais au fur et à mesure qu'on approfondit, on se rend compte que ça a des effets positifs au corps. Et de plus en plus, on l'enseigne et de plus en plus, les gens utilisent pour leur santé. L'essentiel, c'est d'expliquer. Que les gens comprennent comment ça se passe. Il faut pouvoir donc expliquer. C'est ça nous sommes ici pour expliquer. Nous n'allons pas rester sur le superficiel. Plus on entre en profondeur, plus on éclaire les gens et plus les gens peuvent aller retrouver leur santé à travers un certain nombre. Nous avons dit tout à l'heure que tout le monde respirait, mais pas de la même manière. Il y a des gens qui respirent superficiellement. Peut-être parce qu'ils ont eu un blocage sentimental. Moi, je prends le cas des enfants. Quand vous avez un enfant, j'attire l'attention des mamans. Quand il y a rupture d'affection, il y a blocage sur le plan respiratoire. Chaque fois. C'est-à-dire que le manque d'amour, un enfant qui naît et ne reçoit pas le sein maternel, n'est pas entre les mains de sa maman par rapport à l'affection. Tout à l'heure, quand je parlais de la sexualité, il faut que les gens m'excusent, parce que quand on parle de la sexualité, les gens ne voient que le côté des organes sexuels. Non. La sexualité commence à la base. Quand vous prenez votre bébé et vous caressez, on est déjà dans le cadre de la sexualité. C'est-à-dire qu'on est dans l'excitabilité du corps, le toucher. Donc, chaque fois qu'un enfant, quand il y a rupture de cette affection, on est pénalisé dans la vie. Donc, de plus en plus de psychologues, il y a des gens qui manifestent des problèmes de fatigue. Quand on remonte dans leur histoire, on se rend compte qu'il y a eu quelque part une perte d'amour, il y a une rupture d'affection. Même retenir ses sentiments. C'est-à-dire, l'une des raisons pour lesquelles on demande de laisser libre cours à ses sentiments, c'est par rapport à la fonction respiratoire. Chaque fois que vous bloquez vos sentiments, d'une manière ou d'une autre, vous affectez votre respiration. Voilà. Alors, je vois, on a une préoccupation là. Alors, le tuteur nous dit bonsoir, monsieur. J'aimerais savoir comment régler mon problème de ronflement lorsque je dors. Je crois que c'est lié, c'est lié à notre système. Alors,
Nous parlons de la respiration. Et lorsque nous respirons mal, c'est dû à un certain nombre de choses. Monsieur Talley a évoqué le problème affectif, mais il y a d'autres problèmes, notamment qui sont liés soit à l'alimentation, soit à l'hérédité, soit à la sédentarité, dans le fait que nous ne pratiquons aucune activité, ce qui participe à l'obstruction des voies respiratoires. Et le renflement en est une résultante. Puisque généralement le renflement est dû à l'obstruction d'une des voies respiratoires, ce qui fait en sorte que l'air ne circule plus normalement dans ce système respiratoire. Et c'est vrai que la position également qu'on adopte dessus lorsque nous dormons peut être un élément, mais parfois lorsqu'on prend même la meilleure position pour dormir, on continue à ronfler. Et je pense que l'activité physique est la bienvenue pour ce type de problème. Pourquoi? Parce que lorsque nous pratiquons l'activité physique, il permet de travailler justement les muscles respiratoires et d'augmenter les cavités respiratoires. Puisque un muscle qui ne travaille pas s'atrophie, mais un muscle qui travaille s'hypertrophie et devient plus fort. Et nous avons dit ici tantôt qu'il y a une panoplie de muscles qui interviennent dans la respiration. Donc ça veut dire que lorsque ces muscles sont travaillés, lorsque ces muscles sont en bonne santé, il va de soi qu'on va bien respirer. Il va de soi que la trachée artère, bref, les voies respiratoires seront plus amples, c'est-à-dire auront un bon volume pour faire circuler de l'air, puisqu'il en est de même pour la circulation sanguine. Lorsqu'on fait l'activité physique, les vaisseaux sanguins sont dégagés par le sang. Voilà. On revient avec une autre préoccupation. Quelle est la différence entre la bronchiole respiratoire et la bronchiole terminale? Comment est-ce que ceci permet de connaître comment bien respirer? C'est DJ Sorge qui envoie ce SMS. Est-ce que vraiment tout ceci permet de mieux comprendre sa respiration, puisqu'il est question pour nous de donner les éléments pour une bonne respiration. On parle de respiration consciente. Alors dans la méditation, il y a cette méditation consciente qui amène notamment à la relaxation, comme disait M. Talley. Alors, est-ce qu'il est toujours mieux de se relaxer après chaque, je ne sais pas, après une journée de travail pour aller se coucher, Madame Somme? Oui. Je dirais que la journée se prépare le matin. C'est pour ça qu'on conseille de méditer, de se relaxer, de détendre le corps aux heures matinales pour emmagasiner le maximum d'énergie pour pouvoir écouler notre journée à notre avantage. J'ai bien précisé que la méditation, c'est comme une conduite, c'est une conduite. Et pour bien conduire, il faut un permis. Ce n'est pas sur un plateau de télévision en 1 heure de temps qu'on peut vous apporter tous les éléments de la méditation. Si vous voulez vraiment, si vous êtes vraiment intéressé par la méditation, il serait préférable de vous rapprocher d'un centre. Oui, les éléments que je peux essayer de donner, c'est que après une bonne méditation, vraiment vous avez cette extase que vous aurez pu avoir si vous étiez relaxé d'une autre manière. Je ne parlerai pas de libido ou quoi que ce soit, mais je vous dis simplement que quand vous avez une bonne méditation le matin, vous avez une énergie emmagasinée à tel point où vous avez cette force, cette potentialité d'affronter votre journée, quelle qu'elle soit. Voilà. On a notre ami qui pose des questions, je ne sais pas si notamment il saisit le sens de notre thématique. Ici, il demande quel est le rôle du surfactant lors de la respiration. C'est Steve. Vous en savez un peu plus? Le surfactant, c'est quoi? Bon, peut-être que Steve va nous... Il se rapproche du médicament. Bronchiole, c'était un médicament. Surfactant, c'était un médicament. C'est un médicament, Oui, c'est dit, je ne comprends pas.
Parce qu'on ne parle pas de pathologie. Voilà, ici. nous ne parlons pas de pathologie, la respiration de manière naturelle. Voilà. Et comment s'exercer davantage dans la respiration. Bon, ça veut dire qu'il y a des médicaments qui permettent de mieux respirer. Oui, monsieur Abedi, il y a des médicaments qui réparent la respiration. Mais quel que soit le problème respiratoire que nous avons, que ce soit la tuberculose, que ce soit l'asthme, nous devons associer le traitement qu'on nous fait dans les hôpitaux avec l'activité physique. Je vais vous surprendre parce que des études ont été faites notamment dans l'université de Lugberg en Allemagne en 2006 où ils ont pris près de 160 patients souffrant de ces maladies respiratoires-là. Et ils ont associé l'activité physique à leur traitement. On a remarqué donc au fur et à mesure que ces sujets évoluaient, ceux qui pratiquaient le sport, oui, ceux qui pratiquaient l'activité physique avaient le traitement, que ce soit plus rapide. Oui, ils ont un résultat vraiment surprenant. Alors, M. Talé, il y en a, n'est-ce pas, qui parfois pour dormir, ils ont de la peine. Mais après un coït, le sommeil vient facilement. C'est-à-dire que c'est un peu comme si le coït a facilité la bonne respiration, la bonne circulation. Une bonne relaxation finit par le sommeil. Oui, pour savoir que vous vous êtes relaxé. Vous savez, j'ai chez moi des chaises massantes, des chaises relaxantes. Quand vous êtes 20 minutes dans le truc, après la relaxation, vous tombez dans le sommeil. Ça veut dire que le coït peut être un moyen de se relaxer également. Voilà. Donc tout à l'heure, les bienfaits de la méditation aussi vous conduisent donc vers un taux de sommeil important. C'est ça que vous voyez, les gens qui prient, les gens qui font le truc sont toujours gais, ont toujours une santé parfaite parce qu'ils retrouvent dans cet état de relaxation. On vous dit, j'insiste là-dessus, Guy, c'est cet état de relaxation qui vous permet d'avoir une respiration profonde et qui vous permet d'avoir de l'énergie. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que nous tous, nous devons rechercher cet état à travers les différents modes d'apprentissage. Lui, en tant que maître sportif, regardez, moi, je crois que je vais attirer l'attention des gens par rapport au le sport, activité physique non contrôlée entraîne beaucoup de dégâts. Alors, non contrôlé, c'est quoi? C'est-à-dire que vous allez voir, pour un bon éducateur physique, vous commencez le sport par la contraction, c'est-à-dire des mouvements qui contractent les muscles, et à la fin, il y a des mouvements qui permettent aux muscles de se relaxer. Et c'est à ce moment-là, donc, vous retrouvez. Sinon, moi, je me rappelle au lycée, on faisait, quand on rentrait des vacances, qu'on n'arrivait pas à se relever parce qu'on n'a pas respecté ces règles, ces règles de relâchement des trucs. Il en est de même. Moi, je vous fais une confidence. Regardez, je reviens sur les relations sexuelles. Alors, les gens vont vous dire que je fais mes 5 coups, je fais mes trucs. On dirait que à l'issue d'une bonne relation sexuelle, on devrait gagner en énergie et non perdre en énergie. Donc j'attire l'attention des gens qui passent leur temps à faire les matchs de football, croyant qu'ils ont... Je vous ai parlé, l'essentiel c'est de favoriser cette relaxation. C'est pour ça qu'on va toujours vous dire que c'est les préliminaires qui sont plus importants que le reste. Parce que les préliminaires, c'est quoi? Ce n'est que l'excitation du corps. Et plus on excite le corps, je vous ai dit que plus le corps est excité, plus la charge électrique augmente et plus on a le degré de relaxation augmente. Voilà comment il faut comprendre. Donc un sport, je reviens sur le sport, peut-être tu vas compléter, parce que quand on va au palais de sport, au palais de congrès généralement, vous allez voir les gens qui se lancent dans des mouvements un peu désordonnés là. Mais à la fin du sport, au lieu d'avoir gain d'énergie, ils vont se coucher pendant des trucs parce qu'ils n'ont pas respecté les différents modes. Je crois qu'il est mieux placé pour nous expliquer. Oui, je voulais ajouter de manière basique, toute activité, tout ce qu'on fait sans mode d'emploi a des effets vraiment néfastes. Donc ça veut dire quoi? Comme dans la médecine, comme dans toutes les autres disciplines, dans l'activité physique également, il y a des principes qu'on doit respecter. Quand je demande qu'il faut faire l'activité physique, mais faire quelle activité, de quelle activité physique s'agit-il? Il y a une panoplie d'activités physiques avec des objectifs bien précis. J'arrive. Oui, j'en arrive. Nous avons les principes.
Par exemple, nous avons les principes d'individualité, c'est-à-dire ça tient compte de l'âge de l'individu, sa composition héréditaire et sa morphologie. Nous avons également le principe de diversité. Ça veut dire quoi? J'entends souvent beaucoup de gens dire il faut seulement faire 30 minutes de marche par jour. Mais vous ne respectez pas le principe de diversité que prône la science sportive. Ça veut dire quoi? Lorsque l'organisme s'habitue à une activité physique, il ne progresse plus, il stagne. Ça veut dire qu'il faut diversifier tout en respectant les canons de l'activité physique. Je veux vous surprendre au niveau de la respiration. Le quotient respiratoire, qui est le rapport entre le volume d'oxygène et le volume de gaz carbonique éjecté, est un élément fondamental pour savoir peut-être dans quelle filière énergétique on travaille. Un individu qui est asthmatique, si vous l'amenez dans une filière anaérobie à lactique, mais là vous allez avoir un autre résultat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des filières dans lesquelles... Alors dans la marche, vous parlez de la marche, 3 km, 3000 mètres par jour de marche, je ne sais pas moi. Voilà. Est-ce que ceci fait intervenir véritablement une respiration bien rythmée? Lorsqu'on parle de 30 minutes de marche par jour, moi j'ai un problème avec ça. Pourquoi? Parce que ça dépend, j'ai dit tantôt, il y a le principe d'individualité. Ça dépend de l'état de l'individu, son âge, son poids, sa taille, sa masse corporelle. Un individu qui n'a jamais fait du tout, même 5 minutes de marche, subitement, vous lui demandez de faire 30 minutes de marche, il va mourir. Mais il parlait doucement, non? Même s'il va doucement, il peut mourir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un, un spécialiste, qui connaisse pour l'accompagner. Parce qu'au-delà même des principes, il y a l'œil, ce qu'on appelle l'œil du maquignon. Ça veut dire quoi? Vous devez regarder et savoir que non, ici là c'est vrai, la science a dit qu'on doit respecter ça. Mais ici là, par rapport à l'individu que j'ai devant moi, non, je ne dois pas continuer. De terminer, j'aimerais vous poser une question qui va peut-être aider ceux qui nous regardent. Prenons les cas des convalescents. Comment est-ce qu'on peut les amener à une pratique de respiration, n'est-ce pas, pour booster leur, on va dire quoi, leur prise en forme rapide? Monsieur Abid, vraiment vous me demandez de faire le miracle. Non, la première des choses qu'ils doivent savoir, c'est de prendre conscience. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Oui, je parle des convalescents, du problème lié parce que beaucoup de au système respiratoire. De sport, pourtant c'est même conseillé pour... Oui, c'est conseillé. Même les médecins le savent. Mais de bon accord avec le médecin. Le professeur d'éducation physique qui travaille avec l'individu doit être en synergie avec le médecin, c'est-à-dire doit causer avec le médecin pour savoir exactement de quoi est-ce qu'il en est au niveau de la constitution du système respiratoire de l'individu qu'il a pour mieux programmer dans son exercice. Je vous ai dit tantôt que l'activité physique est fonction d'un certain nombre de choses. Voilà, on va certainement voir ça dans les prochains jours. Voilà, sauf que vous avez au programme la semaine prochaine, dimanche 19. Le dimanche 17. 17, voilà. Dimanche un séminaire. Un séminaire à partir de 4h de l'après-midi porté sur le cycle du monde. Le cycle du monde. Oui, le cycle du monde. Ouais, le monde a un cycle. Oui, tout est cyclique, hein, parce que de prime abord, on a l'impression que des choses partent d'un point vers un point bien précis. Mais avec expérience, on se rend compte que tout est vraiment cyclique. C'est pour ça qu'on parle même de recyclage des objets. Et on va se rendre compte qu'un élément est jeune, il vieillit, et après il rajeunit et il vieillit. C'est qu'on va essayer de présenter. On va essayer de présenter le fait que l'être humain, quand il se connaît mieux, il s'adapte mieux à son milieu. Parce qu'il est fait pour vivre dans tous les milieux. Alors, est-ce qu'on va retrouver aussi le cycle de l'homme lui-même? Oui, le cycle de l'homme, l'être humain, c'est-à-dire au départ, qu'est-ce qu'on avait et on a abouti à quoi? On va aller progressivement. Et puis le cycle, c'est-à-dire que c'est toute une roue, c'est-à-dire qu'on peut partir d'un point et revenir sur le même point. Oui, on va parler du cycle du temps, du cycle humain. On a l'âge de fer, l'âge de cuivre, l'âge d'or et l'âge d'argent. On va essayer de mettre tout ça en détail. Merci, M. Talé. On a clôturé, peut-être un mot par rapport à cet impact. On a compris qu'une bonne respiration nous amène à une bonne santé. Oui, effectivement, la respiration est une fonction que chacun de nous devrait en prendre conscience et connaître donc les différentes méthodes qui permettent d'améliorer sa fonction respiratoire. Et j'en profite pour attirer les gens par rapport à la rigidité
et rigidité du corps. Hein. C'est-à-dire que vous allez voir les orientaux, hein, le yoga. Prenons que ce soit en flexibilité. C'est-à-dire la tendance, vous allez voir les mouvements de yoga permettent de rendre l'homme à tout âge flexible. Et cette flexibilité favorise une bonne respiration et permet de maintenir un taux d'oxygène élevé et nous empêche de tomber malade. Très bien. Alors pour ceux qui veulent se rapprocher de M. Talé, le contact Je réponds au 652 62 52 11. Voilà, je crois que c'est au bas de l'écran noté. Alors, professeur d'éducation physique et sportive, beaucoup de gens disent que pour augmenter leur libido, il faut pratiquer beaucoup de sport. Oui. Voilà, je crois qu'il y en a qui nous envoient souvent les SMS également pour régler le problème de faiblesse sexuelle et d'éjaculation. Le sport peut régler ce problème, hein, bien évidemment. Oui, bien évidemment, le sport augmente la libido. Ouais. Là, c'est le système endocrinien qui va intervenir. Je pense qu'il faut qu'on fasse une émission sur ça parce que il faut vraiment qu'on explique de manière technique et de manière spécifique comment est-ce que l'activité physique augmente la libido. Ça ne sert à rien de dire que ça augmente, mais comment? Voilà. Il faut qu'on sache. Monsieur, je voulais embrayer ce que M. Staley disait sur le problème, oui, de rigidité. Oui. En fait, la rigidité est résolue de notre côté par une qualité physique qu'est la souplesse. La souplesse est une qualité physique que l'activité physique. On n'a pas besoin de trop courir pour avoir la souplesse, non? Non, il y a des éléments, il y a des exercices spécifiques pour avoir la souplesse. Et ça veut dire que lorsqu'on est souple, on vit longtemps, hein? On vit très longtemps. C'est évident. Ouais. C'est évident. Voilà. Le contact du pot 6 99 99 06 76 64. Oui. On peut répéter, hein? 6 99 06 76 64. Voilà, on va donner le contact de Brahma Kumaris, hein, que représente Madame Sop. Le responsable, c'est le 677, voilà, 677 99 77 70. Ça, c'est Brahma Kumaris. On répète 677 99 77 70. Merci à tous ceux-là qui ont pris le temps de nous prendre, de nous regarder et on vous donne rendez-vous simplement pour les heures de rediffusion. Le dimanche, c'est 7h10, 8h30 je crois, 7h10, 8h30 le dimanche et le mardi, 13h30, 15h je crois. Voilà les différentes programmations de rediffusion de LVB. Dimanche 7h10 et mardi 13h30. Je crois que c'est noté pour ceux qui appellent pour demander souvent les heures de rendez-vous, de rediffusion, pardon. Merci à toutes et à tous. Retrouvons-nous tout à l'heure dans l'émission Renaissance, 19h30, 21h. Nous sommes en compagnie des grands Africains qui vont venir nous parler de la Renaissance africaine. Merci à toutes et à tous et à tantôt. Vous voulez...